et ça fait plusieurs mois qu'on évoque ce sujet et que, heureusement, qu'il y a une organisation politique comme la nôtre qui a tenu la ligne et qui, malgré, j'en dirais un mot, la répression, les calomnies, les menaces, les intimidations, n'a jamais bougé d'un iota sur ce qui est notre ligne, c'est-à-dire le droit international, et c'est sur quoi on s'est basé dès le départ. Mais je crois qu'il faudra un jour se replonger sur la période qu'on vient de vivre, sur les 14-15 mois qu'on vient de traverser, pour voir combien il y a eu un basculement en France, en Europe et dans le monde, sur à la fois le droit international, sur la question palestinienne, sur la question de l'extrême droite, parce que j'en dirais un mot, elle était très importante dans la période, et Aurélien l'a dit, on l'a vu aussi dans les médias, mais on est quand même sur une situation où on a eu un territoire, la bande de Gaza, qui fait 365 km², 365 km², où vivaient 2,3 millions de personnes avant le 7 octobre. Un territoire qui a subi aujourd'hui une dévastation inédite, à tel point qu'il est quasiment inhabitable pour les Palestiniennes et les Palestiniens, si on est très honnête dans la situation politique et géographique. Il y a quelques mois, l'ONU disait déjà que 70% du territoire de la bande de Gaza n'était que poussière. C'était il y a quelques mois, alors que les offensives se sont poursuivies. On parle d'une période où on a eu, au bas mot, 65 000 Palestiniens assassinés, 100 000 blessés. C'est l'endroit au monde où il y a le plus d'enfants qui sont morts. L'âge moyen des enfants décédés était de 5 ans dans la bande de Gaza. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais c'est pour donner aujourd'hui la dimension de l'opération israélienne contre des civils. Contre des civils. Parce que c'est ça le fond de la réalité, c'est qu'on a assisté à des opérations dites militaires contre des gens qui étaient sans défense. C'est ça qui s'est passé pendant plusieurs mois. Et on a eu une opération, tout à l'heure tu as évoqué la question de la remise en cause du génocide et de son existence même, parce qu'il resterait quelques Palestiniens, des gens qui font le tour des plateaux pour nous expliquer que ça n'existe pas. Le génocide, il est défini par le droit. Depuis la Convention, c'est 5 critères qui permettent de qualifier l'existence d'un génocide, et ils ne sont pas cumulatifs. Si un des 5 critères est rempli, il y a reconnaissance d'un génocide, et au regard de ce qui s'est passé, il y en a quasiment 4 sur les 5 de la Convention sur le génocide qui sont aujourd'hui sous nos yeux et commis par l'armée israélienne, qui a utilisé des moyens absolument abominables pour arriver à un objectif dont on ne connaît pas vraiment. Il n'y a pas d'objectif politique derrière, en vérité. C'est simplement l'élimination, l'éradication d'un peuple. Et je dirais un mot de ce qui est en train de se passer avec les annonces de Donald Trump, mais on a eu évidemment les bombardements sur tout ce qui existait dans la bande de Gaza, que ce soit les hôpitaux, les écoles, les journalistes, les humanitaires, sans que ça ne lève aucune voix en France. On a vu beaucoup de journalistes et de médias nous faire des leçons sur nos prises de position, sur nos soi-disant accointances ou nos soutiens à géométrie variable. Moi, j'ai pas vu une seule émission de télé en France où un seul ou une seule journaliste venir à la télé pour dénoncer le sort des journalistes palestiniens qui étaient massacrés. Pas un. Pas un n'a trouvé 1 minute ou 30 secondes d'antenne pour venir dire « Nous avons des confrères qui sont aujourd'hui massacrés ». Pas un n'est venu simplement dire qu'il fallait que la presse puisse rentrer dans la bande de Gaza pour simplement couvrir et avoir un droit à l'information, et non pas avoir le porte-parole de l'armée israélienne qui soit tous les jours sur les chaînes de télé françaises, qui vienne livrer son propre récit, et que sa parole soit quelque part évangile pour la presse française. Et puis on a eu l'utilisation de la famine comme arme de guerre, l'utilisation, Oxfam a fait un rapport très documenté sur l'utilisation de l'eau, sur le fait qu'ils avaient aussi coupé toutes les sources en eau et qu'ils menaient une guerre de l'eau pour affamer une population. Véritablement, ça restera dans l'histoire ce qui s'est passé, parce que quand les 12 universités palestiniennes ont été rasées intégralement. Il y a entre 80 et 85% des écoles qui sont endommagées ou détruites. 90% des routes sont inutilisables dans la bande de Gaza. Et en septembre 2024, l'ONU estimait qu'il y avait 39 millions de tonnes de décombres à sortir de la bande de Gaza pour essayer de recommencer à reconstruire quelque chose de possible. Je crois qu'on a eu raison, encore une fois, de tenir cette position politique, qui était de dire que ce qui se passait n'était pas normal. Et que toutes celles et ceux qui suivent la question palestinienne, parce qu'on nous a beaucoup reproché notre prise de position, mais on ne s'est pas réveillé sur la question palestinienne le 7 ou le 8 octobre. Moi, j'ai souvenir déjà d'avoir interpellé le gouvernement sur des exactions de l'armée israélienne dans le camp de Jénine, bien avant le 7 octobre. Déjà en 2018, quand j'étais cheminot sur une opération militaire israélienne, j'avais pris des positions pour dénoncer ça. Et déjà à l'époque, le CRIF et d'autres instances m'avaient attaqué
au nom d'un soi-disant antisémitisme, parce que je défendais le peuple palestinien. Et véritablement, heureusement qu'il y a eu dans ce pays des militants politiques, une force politique, des associations, des citoyens qui se sont levés. Parce que souvent, moi je fais des débats et des conférences dans plusieurs pays européens, je dis ne regardez pas simplement les responsables politiques de ce pays qui sont aux affaires et les médias qui aujourd'hui envoient l'information. Il y a des dizaines et des milliers de personnes qui ont manifesté pour la question palestinienne en France, qui ont participé à des rassemblements, des opérations de boycott, que ce soit 10 personnes, 100, 2000, des fois 50 000 à Paris. Il y a eu des mobilisations quasiment quotidiennes sur des formats différents pour dire aujourd'hui nous ne pouvons pas accepter la situation qui est faite aux Palestiniennes et aux Palestiniens. Et moi je veux saluer ces personnes qui se sont mobilisées parce que la répression, elle a été extrêmement féroce. On sort d'une période où le secrétaire général de la CGT du Nord, Jean-Paul Delesco, qui est un responsable syndical départemental, qui est membre du bureau confédéral de la CGT, a pris 1 an de prison avec sursis pour avoir fait un tract parlant de la paix et dénonçant les opérations israéliennes. On a notre présidente de groupe, ça a été classé sans suite, heureusement, mais qui était poursuivie pour apologie du terrorisme. Rima Hassan est poursuivie et on n'a pas encore la suite des opérations. On a Iman Marfi, qui est une infirmière que vous devez connaître, qui, elle, était allée dans la bande de Gaza soigner, qui a été arrêtée en garde à vue. On l'a récupérée chez elle, devant ses enfants, pour l'amener au poste de police en garde à vue, simplement parce qu'elle avait appelé à boycotter un salon qui allait faire la promotion de vente de biens immobiliers dans les colonies israéliennes. C'est ça aujourd'hui la réalité de la répression qui est face à nous et qui va de pair avec les qualificatifs qu'on nous accole d'antisémites, de porte-parole de Hamas, de gens qui prônent la destruction de l'État d'Israël. Moi je vous mets au défi de trouver un seul député de la France Insoumise qui a dit destruction de l'État d'Israël, qui parle ne serait-ce que de religion. On ne parle jamais de religion quand on parle de la question du conflit israélo-palestinien, parce qu'aujourd'hui pour nous c'est une question politique, et sans résolution politique, il n'y aura pas de paix durable dans la région, à la fois pour le peuple israélien, mais aussi pour le peuple palestinien. Et on a eu souvent honte des positions du gouvernement français. Aurélien l'a dit sur les questions de livraison d'armes et des contrats. Mais on a eu quand même une présidente de l'Assemblée nationale qui est venue apporter un soutien inconditionnel à l'État israélien sans aucun mandat à la tribune de l'Assemblée nationale. On a aujourd'hui un secrétaire d'État qui s'appelle Benjamin Haddad qui avait dit qu'il ne fallait pas de cesser le feu. On a un certain nombre de parlementaires qui continuent aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas de génocide et qu'il faut soutenir envers et contre tout l'État israélien. Ce n'est pas la question de l'État d'Israël, c'est la question de savoir que fait le gouvernement aujourd'hui israélien et quels sont les moyens utilisés contre une population civile sans défense. Et c'était important pour nous de ne pas lâcher sur ce sujet, parce qu'on nous a beaucoup interpellés. Moi, ça m'a marqué pendant les élections européennes sur pourquoi vous parlez tout le temps de la Palestine, pourquoi vous parlez que de la Palestine. Je dis, mais c'est pas nous qui avons décidé de massacrer des dizaines de milliers de personnes. C'est pas nous qui avons imposé cet agenda-là. C'est pas nous qui avons fait le choix d'aller cibler des humanitaires, des soignants, d'aller chercher des directeurs d'hôpital, de les enfermer, de les torturer. Personne. Dans notre cas, on a décidé ça simplement. On avait une situation qui était face à nous. Et quand on est des responsables politiques avec des engagements, des valeurs et des convictions, on est obligé de parler, de défendre la question de ce qui se passe en Palestine, parce que ça va redessiner, Aurélien l'a dit, les équilibres géopolitiques de demain. On nous a fait beaucoup de reproches à tort sur nos soi-disant positions, là aussi sur la question russe et ukrainienne. On est quand même une force politique qui, dès le début de l'invasion par la Russie, avons fait un communiqué de presse à 7 h le matin quasiment pour condamner l'invasion. J'ai pas vu beaucoup de communiqués de presse d'autres organisations politiques françaises, mis à part les forces de gauche, pour aller condamner ce que faisait l'État israélien. Et le deux poids deux mesures était absolument saisissant, puisque suite au mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine émis par la CPI, l'ensemble des dirigeants politiques français, de la classe médiatique française a dit c'est magnifique, il faut aller l'arrêter, il faut mettre hors d'état de nuire cette personne. Nous, on n'est pas des adorateurs, des amis de Poutine, on n'a pas de souci, s'il doit être arrêté, il sera arrêté, il y a un mandat contre lui. Le droit international doit s'appliquer, mais il ne doit pas s'appliquer à géométrie variable. On est quand même dans un pays où la France a réussi à dire qu'elle n'appliquerait pas les mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galante au nom d'une soi-disant immunité qui permettrait, au nom de l'amitié historique et des relations entre la France et Israël, de protéger ces gens-là. C'est absolument scandaleux. Comment vous voulez aller aujourd'hui expliquer à des gens la position de la France qui d'un côté dit certains massacres sont entre guillemets autorisés et d'autres doivent être sanctionnés au nom du droit international? Ce n'est pas possible. Et demain, ça pose des questions parce que si un autre État commet les mêmes exactions que l'État israélien,
quelle va être la crédibilité du Nord global, je mets des gros guillemets, mais en tout cas des puissances occidentales et américaines, pour aller dire à cet État, aujourd'hui, il y a un droit international, il y a des règles, tu ne peux pas faire ce que tu fais. Alors que quelques mois avant, tout le monde a fermé les yeux, a laissé faire, voire a encouragé l'État israélien à commettre un génocide. Parce que la France, elle a des responsabilités là-dedans. Elle ne s'est pas simplement contentée de regarder ailleurs. Le silence, il est complice pour moi de ce qui s'est passé. Évidemment, on n'est pas le premier fournisseur d'armes de l'État israélien, on est quand même un pays en Europe qui compte. Et on aurait pu prendre la tête d'une coalition européenne qui aurait posé la question de l'arrêt, de la suspension de l'accord d'association Israël-Union européenne. On aurait pu poser la question d'avoir une coalition de pays européens qui disent nous ne livrons plus d'armes à l'État israélien. On aurait pu avoir des sanctions économiques, diplomatiques. Enfin, l'arsenal pour mettre des sanctions contre un État aujourd'hui, il existe. On a tous les moyens dans le droit français et européen pour mettre la pression sur l'État israélien. Jamais l'ambassadeur n'a été convoqué par la France. Il a fallu que 2 policiers français à Jérusalem soient arrêtés par l'armée israélienne pour qu'ils soient convoqués pour s'expliquer 4 jours après. Emmanuel Macron n'a pas dit un mot sur les réseaux. Pas un tweet d'Emmanuel Macron sur l'arrestation de 2 policiers français à Jérusalem. Pas une seule réaction. Moi, j'étais il y a quelques jours au Kurdistan avec un journaliste qui travaille sur ces sujets-là, qui a été arrêté sur le plateau du Golan parce qu'il couvrait l'offensive et l'occupation par l'armée israélienne. Il a été détenu 8 heures par les militaires israéliens. Il a reçu quelques coups, on lui a pris son matériel. Il n'y a pas eu une réaction du président de la République, du ministre des Affaires étrangères. Ces gens-là n'ont pas réagi alors qu'on avait un journaliste français arrêté par l'armée israélienne sur un territoire qui n'était pas le territoire israélien. Donc c'est pour vous dire le niveau du silence complice de la France à l'égard de ce que fait aujourd'hui l'État israélien. Malgré le cessez-le-feu, et c'est une lueur d'espoir, et on a tous salué cela parce qu'il y a des milliers de Palestiniens qui ont pu souffler et ne pas se dire le soir qu'ils allaient peut-être mourir sous une bombe et être victimes d'un tir de l'armée israélienne. J'ai envie de dire que presque le plus dur commence, malheureusement, aujourd'hui, parce que la fin des bombardements, elle n'a pas fait arrêter les agressions israéliennes et elle n'a pas promis un avenir radieux au peuple palestinien. On a une opération qui se passe aujourd'hui, j'en dis un mot, en Cisjordanie, qui reprend quasiment les mêmes méthodes de ce qui se passait dans la bande de Gaza, c'est-à-dire des bombardements, des destructions d'infrastructures. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont été tuées au nom d'une soi-disant légitime défense préventive de l'État israélien. Mais ce qu'elle fait aujourd'hui en Cisjordanie, c'est une opération aussi des nettoyages ethniques contre le peuple palestinien. Et comme tout le monde a le regard focalisé sur Gaza, sur le cessez-le-feu, sur la libération des otages et des prisonniers, de comment tout ça va se reconstruire, derrière, il y a une opération en Cisjordanie, et personne aujourd'hui ne parle de ce sujet-là. Et quand je dis le plus dur commence, c'est qu'on est dans une situation où on a évidemment une puissance américaine qui a changé de gouvernance, bien que Joe Biden n'ait pas brillé par son comportement de soutien au peuple palestinien et de respect du droit international. Il a très certainement fait que Kamala Harris l'a payé assez largement dans les urnes, mais à ceux qui... Parce que j'ai entendu ce petit discours que peut-être que Trump pourrait être moins pire, et que finalement il était imprévisible et qu'il aurait pu décider demain d'être le faiseur de paix. Les annonces de Trump de ce matin, où on parle quand même de déplacer, de déporter, si on utilise la définition, une population d'un territoire à un autre, de force, en disant je vais reprendre la propriété de cette terre, je vais en faire, je crois que c'est la Côte d'Azur de la bande de Gaza. C'est absolument délirant. Et l'ambassadeur israélien était ce soir sur BFM TV. J'étais en train de le regarder en arrivant, où le journaliste, qui est Olivier Marchal, qui est quand même pas un insoumis, lui dit vous pensez quoi de ce plan? Il dit on étudie le plan. Et il lui dit mais vous pouvez aussi dire que ce plan est absolument pas sérieux, farfelu, et que c'est pas possible. Et l'ambassadeur répète si nous étudions ce plan parce que nous avons tout essayé. Il est allé jusqu'à même dire nous avons proposé 5 à 6 fois un État aux Palestiniens, ils l'ont refusé. Et finalement, comme on a tout essayé, qu'il ne reste pas de solution, ça pourrait être un plan qui permettrait d'avoir la paix. Voilà aujourd'hui le niveau des interlocutrices et interlocuteurs qui sont aux affaires pour décider de l'avenir du peuple palestinien. C'est pour ça que la France, elle doit aujourd'hui avoir une parole forte, et il n'est pas trop tard, quelque part, pour qu'elle redore un peu son image et qu'elle retrouve la légitimité qui était la sienne il y a quelques années. On a souvent, nous, repris et partagé des positions de Dominique de Villepin, y compris de la diplomatie française quand le pays était à droite, parce que la ligne politique, elle correspondait diplomatique au droit international,
on avait des positions historiques sur la question palestinienne qui faisaient que nous étions reconnus pour être des gens qui portaient une voix singulière, celle d'un peuple qui est depuis des années massacré, colonisé, victime de politique d'apartheid. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron a balayé tout ça d'un revers de main, s'est présenté comme un grand stratège géopolitique qui au final n'y connaît pas grand-chose sur un certain nombre de sujets d'ailleurs, qui fait que on est aujourd'hui, notre parole elle a quasiment perdu toute crédibilité en fait sur la scène internationale. Et la proposition d'avoir une coalition contre Daesh était quand même assez lunaire parce que même quand on connaît juste de loin la situation, évidemment cela n'a rien de comparable. Et juste pour quand même avoir une note d'espoir, il y a des choses qui bougent, et je l'ai dit tout à l'heure sur la question des mobilisations, sur la question des actions. Moi j'ai beaucoup travaillé, je continue à travailler sur la question du boycott, mais sur la question du boycott, sur la question du sport, sur la question de la culture, parce que quand la bataille a été gagnée contre l'État sud-africain, et tu l'as rappelé, c'est parce que l'État sud-africain il a été mis au banc des nations. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les États ont dit maintenant ça suffit, on ne converse plus avec l'Afrique du Sud, on ne participe plus à des compétitions sportives organisées par l'Afrique du Sud, on n'accepte plus que ces équipes-là viennent sur le territoire national, non pas parce que les joueurs qui sont dans ces équipes-là, on les assimile à des soutiens de ce qui se passe dans leur État. Moi, je ne sais pas si la position des joueurs de foot israéliens, quelle qu'elle soit individuellement, ce n'est pas mon sujet. Mais quand vous accueillez, comme les Jeux Olympiques, une délégation officielle de l'État d'Israël, vous accueillez l'État israélien qui commet un génocide. Quand vous organisez, vous acceptez d'accueillir l'équipe de foot israélien dans un stade avec tout ce qui se fait de pire en termes de responsables politiques. Et la réponse du peuple français elle a été la plus cinglante. Il y avait moins de 10 000 personnes au Stade de France. Personne ne voulait aller à ce match parce que tout le monde avait compris que c'était une opération de blanchiment de l'État israélien. Donc je crois qu'il faut accélérer là-dessus et il faut monter d'un cran. Et on a la chance, et on a rejoint la France Insoumise, la campagne BDS il y a quelques semaines, d'avoir des militantes et des militants et une organisation qui met des outils à disposition de gens pour agir de manière très concrète. Et c'est vrai que parfois ça peut paraître dérisoire de dire que je ne vais pas à Carrefour en bas de chez moi, mais je vais aller plus loin à Franprix ou à je ne sais quelle enseigne. Mais mis bout à bout, les actions individuelles, elles pèsent contre ces enseignes-là parce qu'elles connaissent que deux leviers pour les faire agir. C'est un, la réputation. Être associé à un État qui aujourd'hui massacre des gens, c'est quand même pas très populaire. Et deux, il y a la question de l'argent. Et quand l'argent commence à pas rentrer dans les caisses, ces gens-là, ils se posent des questions. Et quand ils n'ont aucune conviction, si ce n'est celle de faire du profit, ils préféreront toujours revoir des engagements qui permettent finalement de récupérer de l'argent à la fin. Et tu l'as dit tout à l'heure, il y a aussi des États qui heureusement ont relevé la tête et font honneur quelque part aux militantes et aux militantes qui se battent. Évidemment l'Afrique du Sud qui a été en pointe sur la saisie de la Cour internationale de justice, et heureusement que l'État sud-africain était là pour donner des perspectives d'espoir, mettre noir sur blanc qu'il y avait un génocide, demander des mesures conservatoires qui n'ont évidemment pas été appliquées, mais tout ça est posé dans le droit et tout ça sera reconnu plus tard. Et des gens devront rendre des comptes pour les comportements complices qu'ils ont eus au moment du génocide. Et effectivement, j'étais ce week-end avec une délégation de parlementaires européens et français de la France Insoumise à ce qu'on appelle le groupe de la Haye. Le groupe de la Haye, c'est 9 pays: Bolivie, Colombie, Cuba, Honduras, Malaisie, Namibie, Sénégal, Afrique du Sud et Belize. C'est 9 pays qui ont décidé d'avoir une coalition et de s'engager au nom du droit international, au nom de la défense du peuple palestinien, sur une charte qui comporte 3 points très précis. Le premier, c'est de faire en sorte de mettre tout en œuvre pour que les décisions, de la Cour internationale de justice, de la Cour pénale internationale, mais aussi de l'Assemblée générale de l'ONU, parce que c'est un peu passé sous les radars dans la période, mais il y a quelques mois, l'Assemblée générale des Nations unies a voté pour dire qu'Israël avait 12 mois pour quitter les territoires occupés, qu'elle avait 12 mois pour mettre fin à la colonisation. Ça, c'est le premier engagement des 9 États. Le deuxième, c'est évidemment un embargo sur les armes, parce que pour massacrer une population, si on vous coupe l'arrivée en armes, c'est beaucoup plus difficile. Et la guerre coûte cher aussi, très cher à Israël. C'est pour ça que je rebondis là-dessus. Mettre la pression sur des banques françaises qui participent à lever des fonds, qui alimentent un État en difficulté financière, qui a toujours besoin de plus d'argent pour aller massacrer des gens, c'est aussi très important. Et le troisième critère d'engagement de ces 9 pays, c'est la question de refuser dans les infrastructures portuaires d'accueillir des navires qui transporteraient soit des armes, soit du gasoil à vocation militaire qui finirait entre les mains de l'armée israélienne. Et la Namibie a montré l'exemple il y a quelques mois en refusant un bateau. Et c'est important qu'on a des pays qui se coalisent, parce que suivre un bateau, c'est pas évident, parce qu'il y a des changements de pavillon,
parce qu'il y a des armateurs différents, c'est pas les mêmes sociétés, donc c'est très très complexe. Et donc c'est aussi un signal important d'avoir des pays qui se mobilisent. Et je dois dire que là aussi, le Nord global, ou en tout cas les pays européens, ne sont pas à la hauteur, puisque dans les 9 pays que j'ai cités, vous avez bien vu la liste des pays, il n'y a pas de pays européen. Aucun pays européen n'était représenté dans les signataires de cette charte. Elle est évidemment ouverte et on va travailler avec ces 9 pays pour faire en sorte que d'autres pays la rejoignent. On a d'ailleurs ce matin appelé à ce que la France rejoigne le groupe de l'AE, qui est un groupe tout simplement de respect du droit international. Et je vais terminer sur une chose, pour vous dire que la pression, ça porte parfois ses fruits, c'est des victoires certes qui sont anecdotiques, symboliques, mais les Palestiniens et les Palestiniennes regardent ce qui se passe en France, écoutent ce qu'on dit, regardent nos actions, suivent nos mobilisations. Et ce matin, dans un article, c'est un exemple parmi d'autres, mais ce matin, dans un article hallucinant des Échos, qui parlait du plan de Donald Trump, la journaliste qui a écrit le papier, en parlant des Palestiniens qui allaient être déplacés, a parlé des colons palestiniens. C'était écrit comme ça dans l'article de presse. Évidemment, un certain nombre de militants l'ont repéré, donc on a mené une opération pour faire changer, ils ont changé. Mais c'est pour vous dire qu'il ne faut jamais les lâcher. Il faut toujours mener une bataille permanente parce que nous avons face à nous des gens pour qui la vie du peuple palestinien ne vaut absolument rien. Et je dis un mot de l'extrême droite parce que je l'avais évoqué au début, on a aussi vu dans cette période-là un incroyable revirement des situations accompagné par la classe médiatique de ce pays qui fait que l'extrême droite française serait soi-disant le premier défenseur de l'État israélien et présenté comme le premier défenseur des Juifs de France. C'est quand même assez extraordinaire dans la période. Et on a vu une internationale d'extrême droite s'organiser. Javier Milei en Argentine, Orban, Meloni, Marine Le Pen en France, tous venir en soutien de l'État israélien. Moi j'ai toujours dit, et j'assume de dire une chose, si aujourd'hui l'extrême droite elle est en soutien de l'État israélien, du gouvernement israélien et du massacre du peuple palestinien, c'est pas parce que l'extrême droite française, européenne et mondiale, elle adore l'État d'Israël. Simplement parce que ça lui permet, au travers de ce soutien, de s'attaquer à une population palestinienne qui est une population musulmane arabe. C'est le racisme de l'extrême droite qui se traduit au travers de ce soutien qui leur permet d'exprimer librement leur pire fantasme raciste en se plaçant comme le défenseur du peuple israélien. Et là, il y a une responsabilité médiatique parce que personne n'est allé interroger l'extrême droite française. Personne n'est allé dire que Frédéric Bocaliti, qui est un député du Rassemblement national, était avant d'être député propriétaire d'une librairie antisémite et négationniste. Personne ne dit ça. Personne n'a interrogé les députés du Rassemblement national quand ils étaient sur les plateaux pour leur dire mais on regarde de qui a fondé votre parti. Est-ce que vous êtes aujourd'hui véritablement des gens qui sont capables d'aller défendre des gens que les fondateurs de votre parti ont participé à massacrer? C'est ça la réalité. Donc il faut mener la bataille et je crois que on a réussi dans l'opinion publique à renverser les choses. C'était pas gagné puisque nous n'avons aucune chaîne de médias à nos ordres. Nous n'avons pas de personnes au gouvernement. Nous ne sommes pas aujourd'hui en charge des affaires, mais nous avons pu compter, et je le dis, j'en termine vraiment là-dessus, sur un groupe parlementaire qui n'a jamais lâché là-dessus, qui a toujours tenu la ligne, y compris dans les moments les plus difficiles. On n'a pas eu un seul de nos 71 députés qui ont bougé sur ce sujet-là parce que nous sommes convaincus d'avoir raison. Et véritablement, je le dis, je suis fier d'être membre d'une organisation politique qui, malgré les intimidations, malgré les menaces, continuera sur ce sujet comme sur d'autres à tenir la ligne. Et c'est aussi pour ça qu'on est reconnu et que les gens souhaitent nous accompagner. C'est parce que quel que soit le climat politique dans lequel on évolue, nos idées, notre programme, jamais on le lâche et on n'obéit pas au climat médiatique et on ne va pas sur un plateau télé pour dire ce qu'on a envie, ce que les gens ont envie qu'on dise. Ça ne marche pas comme ça. Quand on va sur un plateau télé, quand on est dans un débat, on exprime ce pourquoi on a été élu, ce pourquoi on se bat. Et je rappelle que le nouveau Front populaire, il a été élu avec une partie très claire du programme qui actait la reconnaissance de l'État de Palestine, la condamnation des crimes de guerre de l'État israélien, la mise en place des mandats d'arrêt contre les criminels de guerre israéliens. Il ne faut pas que toutes celles et ceux qui se sont revendiqués du nouveau Front populaire pour conserver leur siège l'oublient, comme ils ont tendance à le faire et comme ils l'ont fait malheureusement ce soir en sauvant le gouvernement d'Emmanuel Macron en alliant leur voix aux députés du Rassemblement national. Donc en tout cas, nous, on est droit dans nos bottes et on ne changera pas là-dessus. Et au final, quand on regardera l'histoire dans plusieurs années, nous serons et nous sommes du bon côté de l'histoire.